Ce n'est pas dans les habitudes de Maxime de ne pas prévenir sa supérieure lorsqu'il est absent. Déjà que ce cas arrive très rarement. Même avec 42 fièvres, Maxime se rend quand même à son travail. Mais après tout, une panne de réveil, ça peut arriver, non? Maxime ne s'est peut-être pas réveillé, trop épuisé par une mauvaise nuit. Ou alors il n'a peut-être tout simplement pas mis son réveil en route hier soir. Il faut dire qu'avec les émotions qu'il a eues, c'est tout à fait possible d'oublier. Sauf que les heures passent, et toujours aucune nouvelle de Maxime. Lucie, sa collègue, trouve ça très étrange. Elle est cependant la seule à s'inquiéter visiblement. Personne dans les bureaux ne semble se soucier de l'absence de leur collègue. Mais Lucie sait que quelque chose ne tourne pas rond. Elle s'entend assez bien avec Maxime pour savoir que celui-ci ne manquerait pas une journée de travail, sans prévenir personne. Il est quand même déjà 14 heures. Prétextant une envie pressante, Lucie s'éclipse aux toilettes munie de son téléphone portable. Après avoir vérifié que le cabinet était vide, elle fouille dans son répertoire et appelle le portable de Maxime. Pas de réponse. Elle retente une deuxième fois, une troisième, puis une quatrième. Mais rien. Maxime ne répond pas. De plus en plus étrange. Mais elle s'est absentée trop longtemps. Il est temps de retourner travailler. Elle retentera en fin de journée. Le soir venu, Maxime n'a toujours pas donné de nouvelles. Lucie décide donc de retenter un appel. Ça l'étonnerait que son collègue dorme aussi longtemps. Mais en même temps, s'il avait vu ses appels manquer, il l'aurait rappelé, elle en est sûre et certaine. Une fois rentrée chez elle, elle rappelle le portable de Maxime. Au bout de quelques tonalités, on finit par décrocher. Mais personne ne parle. Lucie relance son interlocuteur d'un « Allô ? Maxime, tu es là ?» Mais elle n'entend rien par des grésillements, puis la communication coupe instantanément. Lucie renouvelle immédiatement son appel, mais ça ne répond pas. Le téléphone de Maxime est visiblement éteint. Elle tombe systématiquement sur la messagerie. Curieux, il a peut-être des problèmes de réseau. Et dans ce cas-là, pourquoi il n'a pas tout simplement appelé depuis un poste fixe? Ou même demandé à un voisin de le dépanner? Elle trouve ça plus que bizarre. C'en est trop. Il faut qu'elle sache si son collègue et ami va bien. Elle attrape ses clés de voiture et file en direction de l'appartement de Maxime. Elle n'y est jamais allée, faute de temps. Mais son ami lui avait donné son adresse, car ils avaient prévu une soirée ciné qui ne s'est jamais faite. Au bout d'un quart d'heure de route, Lucie arrive devant l'immeuble de 8 étages. Étrangement, il n'y a pas de sécurité à l'entrée. Pas de code à taper ou de badge à passer. Non, la porte est simplement ouverte. Elle pénètre dans l'ascenseur et appuie sur le bouton du dernier étage. Elle ne sait pas pourquoi, mais son cœur se met à battre de plus en plus vite. Elle est stressée. Un mauvais pressentiment lui pèse dans la poitrine. La petite sonnerie retentit et les portes s'ouvrent. Elle sort de l'ascenseur et regarde de chaque côté à la recherche de l'appartement en question. Elle voit une porte à droite, la seule et unique porte de l'étage, hormis celle de la sortie de secours. Tout un étage pour un seul appartement? C'est quand même curieux. Elle s'avance et frappe à la porte. Pas de réponse. Même en collant son oreille, elle n'entend rien. Sans vraiment comprendre pourquoi, elle tente d'appuyer sur la poignée. Un pur réflexe. Et contre toute attente, la porte n'est pas verrouillée. Elle hésite cependant à entrer. Tout comme pour Maxime, une voix dans sa tête la supplie de ne pas avancer plus loin. Mais Madame Curiosité a beaucoup plus de voix, et prend vite l'ascendant sur Mademoiselle Raison. Lucie ouvre la porte, et inspecte prudemment. L'appartement est totalement plongé dans le noir. Au moment où elle pose un pied à l'intérieur, l'ambiance change radicalement. L'atmosphère devient lourde, l'air est épais, chaud. Elle a presque du mal à respirer. Elle appuie sur le bouton de la lumière, mais rien ne se passe. Une coupure de courant peut-être. Elle enclenche donc le flash de son téléphone et lance à voix haute. « Maxime, tu es là? C'est moi, Lucie !» Toujours pas de réponse. Il n'est peut-être tout simplement pas là après tout. La décision la plus sage est de rebrousser chemin. Ça ne se fait pas ce qu'elle est en train de faire. Entrer chez les gens sans autorisation, même si la porte est grande ouverte, ce n'est pas correct. Elle se retourne et s'apprête à passer la porte, quand elle entend soudain un petit bruit venant de derrière elle. Elle se fige sur place. Elle s'imagine immédiatement qu'il s'agit d'un cambrioleur qui l'a entendu appeler son ami, ce qui explique le fait que la porte soit ouverte. Ou c'est peut-être tout simplement Maxime qui l'a entendu et qui s'est levé pour venir la voir. Il n'y a qu'en s'en retournant qu'elle saura. Elle fait ça brusquement. Pas le temps de se retourner lentement pour faire durer le suspense comme dans les films d'horreur. En faisant ça, elle a le temps de voir une ombre partir brusquement dans le salon.
Maxime a toujours eu beaucoup d'humour et adore faire des blagues, mais elle avoue que celle-ci ne la fait absolument pas rire. La peur laisse place à l'agacement, à la limite de la colère. « Je vais le tuer », se dit Lucie intérieurement. D'un pas ferme et décidé, elle avance en direction du salon. Elle éclaire la pièce et ne voit rien. C'est totalement désert. Elle a pourtant bien vu quelqu'un partir par là. Soit la personne est bien cachée dans cette pièce, soit elle est partie à toute vitesse dans le couloir ou la cuisine. Elle aurait fait du bruit. Or, Lucie n'a rien entendu, à part le petit bruit qui l'a fait se retourner. Maintenant qu'elle est là, autant finir d'inspecter l'appartement. Si Maxime est en fait en train de dormir comme une souche, au moins elle aura la conscience tranquille et pourra repartir. En revanche, s'il n'est pas là, elle préviendra la police pour signaler sa disparition. Elle ne préfère pas envisager davantage la seconde option. Elle vérifie donc la cuisine. Rien. Prudemment, elle avance vers le couloir. Elle y distingue 3 portes. Sûrement les salles d'eau et la chambre. La porte des toilettes est ouverte. Elle voit donc directement qu'il n'y a rien. Elle ouvre la 2e porte. La salle de bain. Elle regarde partout, y compris dans la baignoire, mais rien. Par contre, l'ambiance est vraiment pourrie ici. Encore plus lourde que tout à l'heure. Elle referme vite la porte et se dirige vers la chambre. Par contre, Lucie n'a pas remarqué la petite trappe au plafond de la salle de bain. Au moment où elle ouvre la porte de la chambre, une odeur infâme lui prend à la gorge. Elle n'a jamais senti une odeur pareille. Elle se couvre le nez avec sa manche et balaye la pièce avec son téléphone. À l'instant même où la lumière éclaire le lit, Lucie est frappée d'une violente envie de vomir. Elle tente de hurler mais rien ne sort. Le choc l'empêche d'émettre le moindre son, ou même de bouger. Maxime est là. Une partie du moins. Son corps est allongé sur le lit. Sa cage thoracique et son ventre sont ouverts. Ses organes et intestins sont quant à eux éparpillés un peu partout dans la pièce. La seule chose que Lucie arrive à faire, c'est pleurer. Son ami est là. Quelqu'un l'a sauvagement assassiné et a horriblement mutilé son corps. Elle remarque que quelque chose est écrit sur le mur avec du sang. Tu ne partiras plus du 8e étage maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Lucie retrouve petit à petit l'usage de ses jambes et commence à reculer prudemment. Il faut qu'elle sorte d'ici. Il faut qu'elle appelle la police. Au même moment, la porte de la salle de bain s'ouvre lentement. Rien n'en sort, à part une voix qui lui dit « C'est gentil de te joindre à nous, Lucie.